Un plugin réseau est une brique cruciale au sein de Kubernetes, car c'est grâce à lui qu'il est possible de créer un réseau au niveau du cluster. Depuis l'arrivée de la Container Network Interface, ou CNI pour faire court, il est très facile de brancher n'importe quel plugin qui réponde à cette interface. Et ces plugins sont légion. Dans ce domaine, Calico est le couteau suisse des CNI. On le retrouve dans différentes configurations, que ce soit des distributions on-premise ou chez les cloud providers. Pour nous parler de l'écosystème Calico, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Rétan. Stéphane est directeur général de BlueTrusty et ensemble nous discuterons de Calico dans sa version open source qui permet de créer une plateforme active de protection et d'observabilité des applications, mais aussi de l'offre enterprise proposée par Taiga. Bonjour Stéphane, merci d'être dans le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de sécurité dans le monde cloud native et plus particulièrement de Calico. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors bonjour à vous trois, déjà c'est un grand plaisir de vous rejoindre et puis de parler à votre communauté. Alors effectivement, on est partenaire Calico et donc on va en parler plus, je pense, dans le reste de cet épisode, mais le but c'était un petit peu également de dresser les problématiques sécurité qu'il peut y avoir dans un cluster Kubernetes ou dans une architecture cloud native de façon générale. Et la sécurité sur ces process, sur ces workloads, en gros elle se fait en 3 phases, le build, le deploy et le run. Et Calico Calico et son offre entreprise a des fonctionnalités qui peuvent intéresser les gens qui souhaitent sécuriser ce genre de cluster Kubernetes, et donc pas uniquement la partie network policy, même si c'est évidemment la partie pour laquelle Calico est le plus connu. Oui, donc quelles sont parfois les problématiques qu'on rencontre souvent quand on essaie de sécuriser les applications et qu'est-ce qui a surtout changé avec l'arrivée du cloud ? Alors, bonne question. Si on prend, alors si on fait un petit focus sur Kubernetes quand même, la grosse évolution que je vois avec l'arrivée de Kubernetes, c'est pendant les 10 dernières années, finalement les applications on les a mis dans des VM qui étaient plus ou moins cloisonnées, en tous les cas cloisonnées au niveau système. Et puis on a mis des firewalls grosso modo pour bloquer les flux entre ces VM. Avec l'arrivée de Kubernetes, c'est tout pour partager finalement un nombre de nœuds. Et donc, on a fait un retour arrière, c'est-à-dire qu'on s'appuie quasiment plus sur la sécurité de l'hyperviseur, on s'appuie sur la sécurité du kernel Linux, qui finalement est assez bonne. Mais donc on a une mutualisation des hosts pour les applications, et on a même des applications qui tournent ensemble. Et on voit tout de suite que, je sais pas, si je prends l'exemple d'une banque, il peut arriver que le serveur de la cantine, finalement l'application de service de la cantine, soit sur le même nœud Linux que l'application qui gère tout quoi, les cartes bancaires. Et on voit tout de suite que ça va poser des problèmes, puisque le serveur de la cantine va peut-être être ouvert déjà à tout Internet, peut-être des gens vont pouvoir éditer des choses là-dedans, cette application n'est pas nécessairement super sécurisée. Et donc très rapidement, on se dit, ok, il va falloir ségréguer, il va falloir cloisonner, il va falloir isoler. Et donc il faut repenser la sécurité pour empêcher ça, tout en gardant tout l'intérêt évidemment de Kubernetes ou des architectures cloud native, c'est-à-dire de pouvoir déployer rapidement des briques qui sont en self-service pour les devs. Et donc un des challenges en fait, c'est de faire quand même des outils qui sont faciles, des outils de sécurité qui sont faciles à opérer, et de faire la sécurité par défaut qui est sécurité par défaut, tout le monde en parle mais personne ne le fait, donc surtout les devs. Ouais, Stéphane, je voulais rebondir là-dessus parce que tu dis que la sécurité du noyau, elle est assez bonne. Bon, d'un point de vue sécurité, c'est pas tout à fait le cas. Est-ce que justement, c'est quelque chose que pensent les entreprises avec lesquelles tu travailles, de se dire on peut
faire confiance à la sécurité du noyau, c'est suffisant? Ou alors ils ont conscience qu'il faut aller plus loin? Alors les gens de la sécurité, en général, enfin, pas faire non plus de généralité, mais ils ont plein de choses à traiter en termes de sécu et ils connaissent pas nécessairement très, très bien les dernières avancées, du kernel Linux et donc ils n'ont pas nécessairement conscience qu'il existe des namespaces pour le réseau, qu'il existe des namespaces pour les process, hein, pour les PID, qu'il existe des Linux capabilities si par exemple, tu peux être root dans un container et c'est pas du tout pour ça que tu es root de la machine, qui est sous-jacente. Donc en fait, il y a plein de fonctionnalités qui ont été apportées pardon, par Linux, les C-groups hein, par exemple, hein, qui sont très utilisés pour limiter la consommation hardware des process, qui ont été apportés par plein de sociétés ou la communauté open source, on va dire courant des années 2000, 2010, qui a été cristallisé par Docker, qui est évidemment une réussite technologique qui fait que tout fonctionne et tout est finalement assez bien isolé. Hein. Moi, je vous conseille vraiment, c'était une des premières choses que j'ai fait quand je me suis penché sur la sécurité des containers, c'est de regarder tous les talks de Jesse Frazel, qui explique comment Docker, au bout de 1 ou 2 ans, en fait, hein, ils l'ont pas fait tout de suite, c'est pour ça qu'ils ont peut-être eu une mauvaise réputation à un moment donné, mais au bout d'1 ou 2 ans, ils ont mis en place plein de technos qui n'ont jamais été mis en place sur les Linux classiques. Euh, voilà, alors j'enverrai les auditeurs vers tout ce qui est seccomp, Linux Capabilities, AppArmor, le filtrage des appels système au niveau du kernel, les namespaces, les cgroups. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour finalement assurer un bon niveau de sécurité sur du Kubernetes ou sur du Docker, à partir du moment où on comprend un peu ce qui se passe, hein, bien évidemment. Mais les équipes, alors qui mettent en place Kubernetes dans les entreprises où tu dois intervenir, c'est rarement les équipes de sécurité. C'est un besoin, d'abord de containerisation pour les développeurs pour améliorer la vélocité. Ensuite, c'est un besoin d'orchestration d'un point de vue plus des opérations pour pas avoir trop de micmac à gérer et simplifier un peu l'orchestration des conteneurs. Mais rarement, l'équipe sécurité est impliquée, en tout cas dans les premières étapes. Et après, c'est toujours plus dur de revenir sur quelque chose qui a été mis en place. Ouais, tout à fait, hein, c'est le fameux shift left dont tu parles, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est de tester le plus tôt possible et donc de tester au niveau sécurité. Et donc, je pense que l'époque où les équipes construisaient elles-mêmes, voire même les DevOps construisaient eux-mêmes les Kubernetes sans trop comprendre sans trop comprendre ce qui se passait, parce que c'est extrêmement complexe, hein, et finalement leur boulot c'est d'être dev et c'est de déployer, c'est pas nécessairement de comprendre tout ce qu'il y a dans Kubernetes. Cette partie-là, elle est peut-être un peu dépassée. En tous les cas, on arrive sur les 3e générations de produits. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quand même de déployer soit sur du cloud, où ça a déjà été sécurisé, ou de déployer avec des outils du cloud privé, genre VMware Tanzu, OpenShift, Nutanix. Donc, ce qui fait que en fait, la distribution Kubernetes, elle est déjà relativement sécurisée dans le sens où les hosts sont en théorie déjà durcis. Il y a des fonctionnalités de scanning d'images dans les registres privés. Il y a déjà plein de choses qui sont mises en place de façon transparente. Et à la limite, les network policies, c'est la seule chose qui n'est pas activée par défaut. Et donc c'est pour ça que quand on pense à la sécurité, tout le monde dit voilà, firewall, effectivement, par défaut, en gros, tout passe. C'est le modèle réseau de Kubernetes. Par rapport à ce que dit Stéphane, est-ce que pour onboarder finalement les équipes de sécurité sur des sujets finalement cloud native, est-ce que c'est pas plus mal de commencer finalement par le non cloud native? Et est-ce que tu as des cas d'usage aujourd'hui avec certains produits, donc Calico, qui se prêteraient bien finalement à commencer à embarquer ces équipes, à leur donner finalement un vernis avant de rentrer dans finalement le niveau du dessus que sont les clusters? Puisque finalement, il faut gérer ces deux abstractions finalement. Toutes les nouveautés dont tu parlais, les namespaces, tout un tas de choses dans le kernel, et également les abstractions qu'amènent tous les conteneurs. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que je vois, c'est, et même à titre perso, à mon titre individuel, quand je déploie ou je conçois une application, qui est souvent des briques, hein, moi je me prétends pas du tout développeur, hein, je suis plutôt quelqu'un de l'infra, on fait un Docker Compose, hein, pour simplifier, on fait un Dockerfile, et puis après, une fois qu'on a tous les Dockerfiles, on fait un Docker Compose, et donc toute la partie sécurité, on la met en place.
Enfin moi j'estime, hein, donc la restriction des droits, le montage des file systems, voilà. Ça c'est déjà plus ou moins amené par Docker, enfin par le runtime Docker. La partie sécurité sur du Docker enfin la partie sécurité des flux, hein, sur la partie Docker Compose, alors c'est peut-être possible apparemment, hein, mais je l'ai jamais vu et j'ai jamais mis en place. Ça c'est clair. Donc la partie sécurité des flux réseau, chiffrement des flux, bah, n'arrive que quand on est en Kubernetes, ce qui paraît assez classique, enfin quand on arrive en cluster, puisque c'est là où tout d'un coup notre appli va être complètement distribuée, il va y avoir des échanges et finalement la mutualisation, elle arrive au moment où on est en cluster, parce que quand on fait du Docker Compose, il y a encore plein de gens, hein, plein de sociétés qui font du Docker Compose en production, je pense, en tout cas moi j'en vois, hein. Bah, finalement ils restent en mono-host, quoi, finalement. Ils déploient un Docker, host par host, ils déploient leur propre Docker Compose, donc il y a encore toujours cette isolation qui est fournie par l'OS, et c'est uniquement quand on est en cluster où tout est mélangé, et là il faut rajouter un niveau supplémentaire, il faut configurer en fait un niveau supplémentaire de filtrage. Et si on sort carrément du cadre conteneur, est-ce que ça a du sens d'utiliser par exemple Calico dont tu parlais, ou tu le conseilles plutôt uniquement dans le monde cloud native? Alors oui, enfin dans le contexte français, je dirais même européen, hein, puisqu'en fait en France, on va dire les entreprises qui ont les systèmes d'information les plus critiques, hein, sont appelées des OIV, organismes d'importance vitale, hein, ils ont été identifiés par l'ANSSI, hein, notamment, et donc on peut penser aux banques, aux sociétés d'énergie, aux sociétés de transport. Enfin bon, la plupart de vos auditeurs s'y reconnaîtront probablement. Et donc, il y a un certain nombre d'exigences qui sont appliquées à ces systèmes, et notamment le fait de filtrer. Et donc, le firewall périmétrique n'est plus suffisant, et il faut mettre en place de la microsegmentation. Donc, la microsegmentation, c'est en gros mettre un firewall dit de façon un peu grossière au cul de chaque workload, que ce soit une VM, un container ou un bare metal. Et en fait, on se rend compte qu'avec du réseau, ça marche pas très bien. Enfin, parce qu'il faudrait multiplier les équipements firewall, ce qui coûte très cher, ce qui est compliqué. Si on met du firewall dans les switches, on pourra en parler, ça marche pas très bien. Notamment, en fait, le switch, il fait du traitement paquet par paquet. Il n'est pas capable, en tout cas aujourd'hui, de faire du traitement sur les sessions. Donc finalement, cette exigence, elle fait remonter le besoin d'un firewall logiciel dans les workloads. Donc ça pourrait être le firewall Windows, et finalement d'ailleurs c'est très utilisé, hein, le firewall Windows sur les serveurs Windows, ou sur les PC Windows d'ailleurs. Et sur tout ce qui est Linux, bon, on pourrait très bien avoir un agent qui pilote le iptables. Et là, quand on se dit ça, on se dit un agent qui pilote le iptables, ah bah ça s'appelle kubeproxy en fait. Et on a déjà ça en fait dans Kubernetes. Donc en fait, Kubernetes, ils sont en avance, et on pourrait très bien avoir alors pour utiliser des mots un peu savants, mais un control plane unifié qui piloterait à la fois les iptables dans les containers, dans les hosts, parce que là, c'est plutôt dans les hosts, les iptables sur les serveurs Linux classiques, ou voilà. Après, ça c'est la théorie, hein, donc cette histoire d'agents multi-OS qu'on peut déployer assez facilement avec un jeu de règles qui soit global. C'est enfin, j'ai beaucoup de clients qui ont essayé de faire ça. C'est très, 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 très compliqué parce qu'il y a plein de particularités à certaines applications. Et puis, alors par exemple pour les applications, je donne juste quelques exemples. Les applications les plus vieilles sont parfois des applications qui ne sont plus supportées par les éditeurs, et il est hors de question de commencer à déployer des règles firewall sur une VM qui est en prod depuis 10 ans. Enfin, souvent la production va dire non, mais on fait pas ça, vous trouvez autre chose, un autre moyen. Donc en fait, il va falloir supporter à la fois du très très vieux, ce qui est très compliqué, et puis le moderne, et plus du tout adapté, hein, puisque comme on l'a vu dans tes précédents podcasts, Stéphane, les adresses IP des pods changent tout le temps, les adresses IP des services changent aussi. Alors à l'initialisation du service, hein, après ça bouge plus, mais bon, résultat c'est pas stable, en tout cas c'est pas fixe, on peut pas mettre ça dans un firewall classique. Et donc voilà, donc ça peut être c'est très intéressant, hein, il y a pas mal de solutions commerciales qui existent, hein, dont notamment effectivement celle de Taïra pour déployer cet agent logiciel de pilotage des firewalls sur tous les workloads possibles. Mais je pense que le faire sur tous les équipements, c'est vraiment une chimère, sachant qu'en plus, ça coûte de l'argent, bien évidemment. Les entreprises, si elles peuvent faire ça gratuitement, ça les intéresse. Et quand tu vas chez Amazon, les security groups, c'est gratuit. Voilà, c'est quand même
sont très très forts, hein, puisque quasiment tout est payant sauf la sécurité réseau. Sauf si tu veux les logs, voilà, il faut payer. Mais donc au bout d'un moment, on se dit bon, firewall à l'ancienne, c'est bien, mais c'est quand même super cher. Et dans le cloud, c'est gratuit. Et donc là, ça crée une sorte de distorsion de concurrence là-dessus. Calico fait ce que tu expliques sur les VM, c'est-à-dire avoir des micro-firewalls juste pour chaque workload. C'est une fonctionnalité out of the box ou tu es obligé de tuner un peu la solution? Il faut installer l'agent. Il faut préciser, enfin, il faut quand même préciser quel est ton data plane, hein, c'est-à-dire en fait quel est le composant logiciel qui va vraiment bloquer les paquets. Donc ça va être IP tables par exemple, ça peut être eBPF bien évidemment, hein. Ça peut être sur la partie Windows et Windows Network Service, je crois. Et il y a même un nouveau data plane qui s'appelle VPP, hein, qui est en gros un peu un équivalent de Open vSwitch, mais plus poussé par Cisco. Alors qu'Open vSwitch, moi, dans mon idée, est plus poussé par VMware. Donc Calico est quelque chose qui est extrêmement modulaire. On peut quasiment changer chaque partie, et c'est pour ça qu'on peut l'adapter sur beaucoup d'OS, dans beaucoup de situations. C'est aussi ce qui en fait. Alors, ça, c'est quand même très très pratique, et c'est aussi le fait que ce soit un des premiers CNI avec pas mal de fonctionnalités. C'est arrivé en gros en 2017. C'est ce qui fait que c'est le CNI le plus déployé aujourd'hui. Alors, je ne reprends pas les chiffres du marketing, hein, je reprends les chiffres. Vous savez probablement, Datadog fait un rapport de l'usage des containers tous les ans, et vous pourrez regarder que Calico est le cinquième container le plus, enfin la cinquième image la plus utilisée, avec devant Nginx, des choses comme ça. Mais en termes de réseau, en fait, il n'y a même pas de discussion. C'est de loin Calico qui est le plus utilisé, grâce à son legacy, en fait, à son intériorité. Pour compléter ce que dit Stéphane aujourd'hui, parce que j'ai souvent été intéressé par utiliser Calico sur des VM, donc hors du monde de Kubernetes, pour sécuriser des workloads existants. Et est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu les contraintes, ce dont on a besoin? Parce que ce que je comprends, on a besoin d'un data store. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont supportés? Est-ce les mêmes que Kubernetes? Ouais, je vais pas être capable vraiment de répondre à cette question parce que je connais pas assez bien la solution, hein. Nous, on est partenaires depuis assez peu. À mon niveau, moi, j'ai vu Calico que dans des environnements Kubernetes qui effectivement utilisaient le data store Kubernetes. Euh, je saurais pas t'en dire plus sur ce sujet-là, parce que je sais qu'en fait, il y a énormément de solutions concurrentes sur la partie en gros VM classique, hors D'accord. Kubernetes. Ben merci. Non. Désolé. Et tu parlais tout à l'heure d'organisation d'importance vitale. Moi, j'ai discuté récemment avec des collègues qui sont en Presta ou qui connaissent d'autres personnes qui sont en Presta, chez des banques notamment, ou d'autres acteurs de ce type-là. Et effectivement, depuis quelques années, on voit venir des contraintes de sécurité là-dessus. Et voilà, on parlait un peu comment dire, une période de transition pour les experts sécurité, mais il y a aussi une période de transition sur les développeurs qui veulent pousser certaines pratiques de développement et qui se voient confrontés à ces contraintes de sécurité qui parfois ne comprennent pas et parfois aussi se demandent comment est-ce qu'on peut, par exemple, avoir des données de test qui se rapprochent à celles de la production sans avoir jamais accès à la production. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problématique et est-ce que tu as quelques astuces des fois pour aider? C'est un sujet qui revient assez souvent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que en fait, c'est un problème qui a, pour moi, assez peu de solutions. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a voulu mettre les développeurs loin de la production. On disait, les développeurs développent sur des jeux de test anonymes ou pseudo-anonymes, et quand on est en production, c'est le boulot de la prod. Ils ont toutes les procédures pour relancer les services, déployer les WAR ou toutes ces choses-là, et donc les développeurs sortent de l'image. Évidemment, en DevOps, ça fonctionne plus du tout, puisque le principe du mot DevOps, c'est tu es dev et tu fais de l'ops, tu fais de la production. Donc, tu dois nécessairement pouvoir faire les deux, et donc tu dois avoir accès aux logs de production. Et donc,
je pense qu'en tant que développeur, enfin l'idée aussi du DevOps, c'est si on veut aller vite, la fameuse vélocité des développements, c'est de leur donner accès à la possibilité de pouvoir déployer rapidement et donc de pouvoir pousser des images, de pouvoir déployer des images, de pouvoir changer les règles firewall. Tu vois, si on parle des règles firewall, une des possibilités, tu vois, par exemple, de ce qui est proposé par Calico, c'est de dire, OK, je vais avoir des règles tout en haut et tout en bas. Ça, c'est l'équipe sécurité. L'équipe sécurité dit n'importe quoi, mais le telnet est interdit, le FTP est interdit. Et puis la dernière règle, c'est tout ce qui n'a pas été explicitement autorisé est bloqué. Et puis au milieu, dans la tranche du sandwich, là, c'est les développeurs qui vont rajouter leurs propres règles. Et donc on leur donne la main, on leur permet d'être acteurs de leur sécurité et de mettre en place des règles. Alors, ça fait souvent peur aux gens de la production qui disent « Oh là, mais jamais les développeurs doivent toucher ». Mais en fait, c'est déjà le cas, en fait. Donc, c'est une problématique qui est dépassée. Et je dirais même, j'ai vu pas mal de clients essayer de créer une sorte de faux portail en frontal de Amazon. Puis rapidement, ils ont dit « Ok, non, mais on laisse les développeurs aller directement sur Amazon. Mais par contre, on mettra en place des contrôles de niveau 2, des contrôles de niveau 3 pour vérifier qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et comme on a des règles en haut et des règles en bas, on va pouvoir finalement limiter très très fortement les dégâts. Et puis on va aussi les former. Et puis en fait, ce qu'il faudrait, et on arrive donc à une nouvelle forme d'organisation, c'est mettre un spécialiste de la sécurité dans chaque équipe dev, en fait. De la même façon qu'il devrait y avoir un spécialiste des bases de données, en tout cas des bases de données des stores, on va dire, du stockage. Il faudrait un spécialiste du réseau et un spécialiste de la sécurité. Donc ça va faire des petites équipes de dev qui ont à la fois les compétences infra et dev, donc ça devient très très intéressant. Et donc les gens du dev peuvent faire du dev et n'ont plus besoin de gérer toutes les problématiques du réseau, de la sécu. Et en même temps, ces équipes multiples, le problème c'est qu'il y en a une qui va dire moi je vais utiliser Calico, l'autre qui va dire je vais utiliser Weave, l'autre je vais utiliser non je vais faire du Flannel, c'est encore plus simple, il n'y a pas de filtrage. Donc il faut quand même mettre en place un sorte de catalogue de normes et standards, on va dire. Donc proposer des services un peu standardisés aux développeurs. Et donc ça pourrait être le travail d'une équipe sécurité transversale, de dire ok, la bonne pratique c'est ça, voilà l'outil de filtrage, voilà l'outil de chiffrement des flux, voilà l'outil de scanning des images, voilà l'outil de scanning du code, parce que scanner les images, pour moi ça reste encore très très grossier, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, merci. Des micro-silos. Exactement. En fait, l'idée du DevOps, quand même, enfin, l'idée des microservices, moi, telle que je la comprends, c'est que chaque équipe a le choix de sa base de données. Enfin, d'ailleurs, je dirais même de ses bases de données. Et donc, c'est pas le boulot pour moi d'un architecte de base de données de dire, non, vous devez utiliser uniquement cette base de données. En fait, elle est guidée par les usages. Est-ce que ça va être, j'en sais rien, du clé-valeur, du NoSQL, du SQL, enfin, ou voire même du stockage objet. Et donc, il faut, comme je vois cette nouvelle façon de faire de l'informatique, c'est avant on faisait une sorte de, on livrait, en gros le client disait exactement ce qu'il voulait et on lui faisait un menu plus ou moins sur mesure, on prenait pas mal de temps à livrer en cuisine. Et là maintenant c'est un self-service, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a des carottes, des betteraves, et donc la richesse de chaque informatique c'est d'être capable de fournir pas mal d'entrées, pas mal de plats, pas mal de desserts. Et à la fin, quand ils arrivent à la caisse, on les contrôle. On les laisse pas acheter 3 desserts. On leur dit non, il faut que ça soit. Il y a quand même un minimum de gouvernance. Il faut qu'il y ait un plat, un dessert et une entrée. Et donc c'est comme ça que je vois. On est dans le self-service. Et donc c'est un véritable challenge pour les équipes de prod ou d'infrastructure, c'est de fournir un menu qui soit appétissant, surtout s'ils sont en concurrence avec le cloud. Où là, c'est très appétissant. Et est-ce que tu vois aussi des bonnes formations pour aider les gens à monter en compétences? Moi, j'aime bien cette image, effectivement, des aliments, de faire une bonne cuisine, parce que je me dis, c'est bien aussi de basculer les gens de livres de recettes vers peut-être commis de cuisine jusqu'à peut-être chef cuistot. Est-ce qu'il y a des formations que tu trouves préparent pas mal à ça, ou des ressources qui peuvent aider? Là, comme ça, je suis un petit peu sec. Alors, il y a énormément de livres sur la sécurité en environnement Kubernetes. Vous trouvez, alors souvent, ils sont plus ou moins
financé par les éditeurs. En général, le problème, il est bien décrit. Après, la solution, c'est toujours légèrement orienté. Il y a la documentation Kubernetes est quand même pas mal. La documentation Docker aussi est intéressante. Après, je ne serais pas capable de donner un seul document qui permet d'avoir une vue globale de ces problématiques de sécurité. Alors, si on va sur les formations classiques de la sécurité, tout ce qui va être CISSP, et BIOS Risk Manager, ISO 27001, ça reste quand même hyper... je trouve que c'est pas du tout adapté, enfin, c'est beaucoup trop haut perché par rapport à ce qu'on fait dans des architectures cloud natives. Donc je pense qu'il n'y a rien qui remplace, peut-être pas l'expérience, mais en tous les cas le fait d'apprendre tout le temps. Moi je lis quand même beaucoup de choses sur Twitter, il y a plein de blogs qui sortent en permanence, il y a notamment des podcasts d'excellente qualité en français sur lesquels on peut apprendre des choses. Voilà, il faut apprendre en permanence. C'est un sujet qui est en permanence, enfin, qui bouge tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, on le voit avec ce que je disais, les solutions qui ont été petit à petit rachetées, voilà, troisième génération. Là, on assiste peut-être même, après avoir vu, enfin, je ne sais pas si ça fait quand même partie de l'actualité, là, peut-être même VMware qui changerait de main. Quel est l'impact qu'il va y avoir sur tous les projets commerciaux de VMware, qui est quand même un acteur non négligeable de Kubernetes? Et aussi sur la partie les projets open source, notamment Open vSwitch, pour ne parler que de celui-là. Donc ça bouge tout le temps. Ouais, d'où le double importance en fait d'avoir des compétences intégrées dans l'équipe, ce qui aide peut-être aussi à faire cette formation continue, de se frotter un peu à des compétences comme ça et puis de les acquérir par la pratique en fait. Tout à fait. Et aussi de stimuler la veille technique, la veille sur la sécurité. Voilà, exactement. Donc, voilà. Alors, par exemple, si je devais donner un exemple, supposons qu'on veuille sécuriser une plateforme Kubernetes. En fait, on ne sait pas du tout par où démarrer. En fait, il y a des outils qui nous aident. Il y a par exemple le CIS Benchmark, qui est assez connu, qui va nous sortir une liste Excel de 300 lignes. Il y a des outils, par exemple comme Kubehunter, qui vont scripter tout ça. Et donc on va se retrouver avec une note, et puis on va voir tout ce qui est en rouge, et on va se dire ah ouais, ça veut dire quoi cette ligne-là? On va se renseigner, et puis on va progresser comme ça. Donc c'est un petit peu par itération. Je regardais, il y a, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la sécurité de façon générale, il y a quelque chose qui est très connu, qui est édité par le MITRE, qui s'appelle le framework ATT&CK, qui consiste en gros à mettre plein de petites plaques, des tuiles, pour toutes les techniques d'attaque, ce qu'ils appellent les TTP, techniques, tactiques, procédures. Et on voit que ça bouge en permanence. Donc, par exemple, des choses à éviter, c'est le fait que le kubeconfig fuite. Voilà, c'est une chose relativement simple. Mais il y a des choses qui ont disparu. Par exemple, le fait qu'il y ait un dashboard Kubernetes aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui est décommissionné, qui est quasiment plus déployé. Donc, c'est une vulnérabilité qui s'en va. Par exemple, Helm, il y a beaucoup de Helm dans les entreprises, je suis assez étonné. Énormément de Helm. Je ne sais pas si vous voyez ça aussi. Oui. Bon, pourquoi pas. Le Helm, le composant Tyler qui était dans le Kubernetes en Helm 2 a disparu. Et donc voilà, donc il y a des choses qui s'en vont et puis il y a des nouvelles choses qui arrivent. Par exemple, là, un sujet qui, je pense, est très intéressant pour les prochaines années, probablement, c'est Open Policy Agent. C'est comment est-ce qu'on décrit de façon sémantique des droits. Voilà. Et c'est pas évident. Moi, je me suis penché quand même sur ce problème. C'est loin d'être simple. Je pense que c'est loin d'être automatisé. Je sais pas si... Oui. J'ai quelques clients qui touchent à ça, qui commencent à faire leurs propres règles, qui se frottent aux premiers problèmes. Et je pense aussi, voilà, on parlait un peu de la transition des devs, si on peut revenir aussi sur les profils de sécurité. J'ai l'impression qu'il y a aussi une transition que ces profils-là doivent faire par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Je sais pas, avant, ils allaient rédiger un document avec des consignes de sécurité, et là, passer à de l'OPA, on n'est pas du tout dans la même chose. Est-ce que c'est ça que tu vois aussi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus juste des bonnes des recommandations. En fait, il faut vraiment être dans l'implémentation. Tout à fait. Ouais. Et donc, la personne qui fait de la sécu, s'il faut qu'elle écrive une policy OPA justement pour filtrer les règles firewall,
enfin, il faut être vraiment très, très, mature pour être capable de faire ça, hein. Idem sur, les restrictions sur les images qui peuvent être déployées. C'est probablement, prometteur, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la majorité des entreprises, en tout cas françaises, que moi je rencontre des dizaines ou des centaines de clients, dans mes activités notamment de formation ou d'expertise. Et il y en a aucun qui m'a dit: «Le YAML, c'est super, en fait, hein». Les experts en sécurité, ça leur plaît pas du tout, le YAML. Et en gros, ils voient ça comme une régression par rapport à des interfaces graphiques. Alors, moi, je suis d'accord, hein, quand il est extrêmement, avancé, voilà, les 3 à 4 licornes françaises, et encore, je n'ai pas travaillé pour eux, donc je ne saurais pas trop en parler, mais c'est sûr que si tu t'appelles Criteo, je pense qu'ils font pas de la règle firewall en graphique. Mais la plupart des OIV, ils font ça en graphique. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est créer des règles en graphique, visualiser les règles en graphique, voir les logs en graphique. Et pour revenir à Calico, bah c'est ça ce qu'offre le produit. Et c'est ça qui m'a fait un effet waouh, hein, quand j'ai découvert la partie commerciale, hein, pour être tout à fait clair. Ça répond aux questions que posent les clients, le fameux day 2, hein, le deuxième jour, une fois qu'on a installé le Kubernetes, les problèmes arrivent. Bah là, ça résout typiquement le problème. Donc cette histoire de collaboration, de laisser un self-service sur les règles. Il y a un Kibana qui est embarqué, enfin un élastique, il y a un Kibana qui est embarqué. Tout d'un coup, on peut voir les logs. Ça résout aussi plein de problèmes que d'autres CNI font aussi, hein, mais par défaut dans Kubernetes sur les network policy, tu as juste que des accept. Et la plupart des gens de la sécurité, quand ils savent, ben non, mais moi je veux des logs, je veux du deny. Donc ça, c'est de l'enrichissement de network policy, ce que Calico fait depuis très très longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est un produit sur lequel on s'est beaucoup intéressé, c'est parce que il répond finalement aux questions des vrais clients, entre guillemets, ceux qui ont vraiment les problèmes et qui ont une production qui n'est pas aussi avancée que les GAFA. Stéphane, tu parles du Day 2. Oui. Est-ce que tu as une expérience sur la mise à jour également des outils? Tu parles de Calico. Est-ce qu'il y a des contreparties pour les updates? Est-ce que le produit lui-même a rencontré des problèmes de sécurité? Est-ce que finalement, quand on va opérer en prod, si on se repose sur le cloud provider, c'est une chose, mais si on est sur une stack managée soi-même, self-manage, comment est-ce qu'on peut gérer ça en fait? Alors là, donc là, il faut une équipe qui soit vraiment compétente pour construire du Kubernetes. C'est pour ça que la question, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir construire soi-même son Kubernetes avec KubeADM ou des choses comme ça. Là, je vois, on a la version 1.24 qui sort de Kubernetes qui commence à être déployée. Je ne sais pas quels sont les retours chez vous, mais ça se passe pas très bien, hein. Moi, j'ai plein de mauvais retours. Je suis sur les Slack de plusieurs CNI et je vois bien, il y a plein de problèmes. Il y a des mises à jour qui arrivent. Il y a des versions qui ne sont pas supportées. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr que la 1.24 soit supportée sur Calico. Donc, je vois les feature requests qui arrivent. Donc, c'est un vrai métier, c'est un vrai temps plein. Donc, ça veut dire, est-ce qu'une entreprise dont finalement le métier, c'est juste de publier des applications, est-ce que son métier, c'est de maintenir une distribution Kubernetes qui soit à jour et d'avoir vraiment les compétences plutôt que d'acheter un package, tout simplement? Bah, moi, je suis pas persuadé. Par exemple, c'est un peu comme si aujourd'hui on disait, bah, on va gérer notre propre Linux. Enfin, ça paraît une tâche énorme. Bah, la plupart des entreprises, elles achètent le Linux chez Canonical ou chez Red Hat, ou alors elles le font en open source. Mais je connais assez peu de gens qui font du Linux à la maison, quoi. Bah, je pense que ça va être la même chose sur Kubernetes. C'est pour ça que l'appel du cloud est assez fort. Et en même temps, je me rends compte que sur le cloud, tu es quand même pas mal enfermé. Notamment, tu peux pas du tout choisir. Enfin, c'est compliqué de choisir ces options d'activation, là, les fameux feature get dans Kubernetes lorsque tu le déploies. Et donc, bah, tu espères quand même que justement, pour reprendre la comparaison là, ou l'image sur le self-service, tu espères quand même qu'ils vont pas t'enlever les carottes ou qu'ils vont te rajouter ce que tu voulais, les navets. Voilà, tu aimes bien les navets, tu espères bien qu'ils vont te proposer les navets. Et tu es pas sûr du tout de les avoir. Donc après, voilà, il faut faire des choix, hein, qu'est-ce qui est plus important pour le business? Est-ce que c'est vraiment d'avoir une compétence hyper avancée sur la construction d'un Kubernetes ou au contraire, c'est de déployer très rapidement? Et c'est vrai. Alors, pour revenir sur les outils, hein,
Il y a 2 outils que je vois qui deviennent critiques, qui n'étaient pas du tout avant. C'est la registry. Voilà. En fait, la registry avant, c'était un pauvre serveur de déploiement. On faisait du déploiement une fois tous les 6 mois. Maintenant, si la registry tombe, c'est la crise. Et c'est évident que c'est la crise, puisqu'en fait, on déploie en permanence des images. Donc tout d'un coup, il faut faire de la haute dispo sur les registries. Donc c'est plus monter un petit Docker comme ça sur une machine. Ça devient un vrai sujet. Et la registry, et il y avait un autre sujet, oui, qui est le Git. Il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui ont du GitLab. On ne peut pas accepter que le GitLab soit KO pendant 1 ou 2 journées. Il y a tout le pipe CI/CD qui est dessus. Les développeurs ne peuvent plus travailler. Ou en tout cas, en mode vraiment très, très dégradé. Et je dirais même que dans le shift left, là, en fait, la prod rentre dans les outils de CI quasiment et de CD, quoi. Ouais, j'ai déjà eu la problématique. J'ai déjà eu la problématique où en fait, je faisais réfléchir sur le bootstrap en fait de la prod, le périmètre du bootstrap. Qu'est-ce qui est nécessaire, vital si la prod tombe? Qu'est-ce qui doit être up pour pouvoir le reprovisionner? Et parfois, c'est des questions parce que il y a une équipe de prod qui s'est rendu compte que GitLab était dans le bootstrap, mais qu'en fait, que les agents GitLab étaient dans le cloud, étaient dans la prod, et donc, en fait, il y avait un serpent qui se mordait la queue. Ouais. En fait, on amène énormément de composants. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le landscape, la CNCF. C'est souvent ce que je montre aux gens les gens de l'infra à qui on a dit maintenant, il va falloir faire du Kubernetes. Tu vas pouvoir livrer que en Kubernetes, donc il va falloir supporter ça. Et ils voient partout. Ça leur fait un peu peur parce que, en fait, même si évidemment il y a beaucoup de cartes que que peu de gens n'utilisent, mais en tout cas, il faut choisir une carte dans chaque chapitre. Et donc, ça fait tout de suite facile 10, 20 composants. Et alors c'est pour ça que quelque part, je pense que tout le monde parle des problèmes les avantages de eBPF. Si tu veux, c'est bien, mais je pense que c'est très 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 loin des problématiques réelles du maintien en conditions de sécurité des applications, des entreprises en tous les cas. Même si ça apporte, c'est indéniable, c'est génial, c'est une avancée, c'est une révolution, mais je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement la demande des entreprises aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi dans le sens où déjà on a beaucoup de travail aujourd'hui pour aider les gens à faire des choses comme le scan d'images, le scan de code source. Donc effectivement, eBPF, c'est l'étoile qui fait rêver. Et effectivement, ce dont on a besoin, c'est finalement d'observabilité, de monitoring, c'est de comprendre. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que permet la version open source, ou plutôt qu'est-ce que permet la version commerciale que ne permet pas la version open source? Il y a des grosses différences là-dessus au niveau du rendu visuel. Alors oui, tout à fait. Justement, il faut être clair. Les fonctionnalités qui intéressent les entreprises sont dans la version commerciale. Donc il y a 2 versions commerciales. Il y a la version Calico Cloud où tout tourne sur le cloud. Donc ça, c'est quand même assez pratique parce que finalement ton control plane, il est immédiatement accessible. Tu as tous les outils graphiques, tu as l'élastique, le Kibana qui est en ligne. Voilà. Et financièrement, c'est pas non plus si cher que ça. Ou sinon, tu l'installes on-prem et donc tu te retrouves encore à gérer un élastique. Mais bon, voilà. Beaucoup de nos clients font du on-prem de toute façon, donc je ne veux pas partir dans ce combat-là. Alors, qu'est-ce qui est rajouté? C'est quand même assez intéressant. Il y a toute la partie graphique, donc à la fois édition des règles, déplacer les règles, tout c'est en drag and drop. Il y a des fonctions, ne serait-ce que sur la partie network policy, il y a la fonctionnalité de staging, c'est-à-dire que tu crées une règle et en fait il te montre si elle match ou pas. En gros, elle n'est pas encore appliquée, donc ça c'est quand même très très intéressant. Tu as la fonctionnalité de baselining, où ils appellent ça recommandation. Alors ça c'est une super fonctionnalité parce qu'en fait j'ai assisté chez beaucoup de clients à des discussions pendant des années sur quel firewall il faut choisir. Une fois qu'on a choisi le firewall, on dit ok, maintenant il faut écrire les règles, et personne ne veut écrire les règles. Les devs disent non, mais il n'y a qu'à prendre les règles qu'il y avait avant sur l'application avant qu'on la migre. Les gens de l'infra disent non, c'est aux devs de savoir faire les règles. Donc en fait, souvent le firewall c'est un super outil. Personne ne veut écrire les règles parce que c'est pas c'est dangereux déjà pour son propre métier, pour sa propre position, d'écrire des règles. C'est juste un moyen de se faire d'avoir des problèmes. Et Une petite question sur ça, je t'interromps, mais
J'aimerais savoir, puisque plusieurs profils sont à même d'éditer ces règles. Donc, comme tu l'as dit, il y a un shift left vers les devs, il y a un shift left vers l'infra, mais la sécurité veut avoir la main mise quand même au final. Est-ce qu'il y a un modèle airbag aussi sur ces Ouais, dashboards? absolument. Ouais, tout à fait. Il y a un modèle airbag qui a été étendu, ce qui fait que, en gros, on peut dire, les devs peuvent poser. En fait, il y a des règles en gros, qui ne peuvent pas désactiver. Et on leur permet, par exemple, de créer des règles seulement sur certains namespaces ou leur créer des règles seulement sur certains protocoles. Et ça, c'est vraiment, ça touche des choses que moi j'ai vu en chez certains clients. C'est-à-dire que chez certains clients, ils disent, par exemple, certains protocoles sont interdits. T'as beau être quelque part cluster, enfin, on te donne le droit, mais ça, c'est interdit. Donc, je sais pas, voilà, Telnet, FTP, des choses aussi basiques que ça c'est interdit. Et puis, il y a des règles comme HTTPS. Vous savez bien que les microservices, en général, ils discutent en HTTP2. Donc ça, en gros, on va l'activer par défaut. On l'acceptera en tous les cas par défaut. Après, on fera des contrôles supplémentaires, mais on l'accepte. Et puis après, il y a toute la sortie vers le reste du legacy. Par exemple, je sais pas, on va taper une base Oracle. Et donc là, en fait, on ne sait pas trop si on va l'accepter ou pas. Et donc là, il y a la possibilité pour le dev en gros, de demander cette règle et qu'elle soit approuvée par quelqu'un qui ait les droits. Donc cette partie collaborative, elle est vraiment mise en place. Ça, c'est sur la partie. Alors, il y a de l'observabilité. Alors, bien sûr, oui, il y a de l'observabilité sur la partie métrique, bon, avec un Prometheus, ça c'est assez classique, mais évidemment ça sert. Il y a la possibilité de tracer les flows. Et puis visuellement, on voit quand même, donc il y a une sorte de radar en fait, un service graph, ils appellent ça un service graph, où tu vois qui parle avec qui dans chaque namespace. Bon, graphiquement, c'est joli en fait, ça fait vraiment référence à tous les outils de firewalling modernes où on va avoir un beau panneau. Est-ce que dans la vie de tous les jours ça sert vraiment? Je ne suis pas complètement convaincu, mais c'est important d'avoir ça. Ça, c'est sur la partie Network Policy. Et puis, ils ajoutent d'autres fonctionnalités dans la partie Enterprise. C'est notamment, en fait, d'injecter des feeds. Donc, en fait, c'est des flux d'adresses IP connus comme étant malveillantes. En gros, parce que c'est des serveurs de command and control. Enfin, voilà. En fait, on ne veut pas que les pods soit reçoivent des flux de ces machines-là, soit aillent sur ces machines-là. Et donc là, on va s'abonner à des flux que tu trouves partout, en fait, Alien Vault, des flux plus ou moins open source ou plus ou moins payants, d'adresses IP en gros à blacklister. Et ça, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans ta network policy. Ça parle aux gens de la sécurité classique. Parce que voilà, c'est un vrai sujet avec une gestion du cycle de vie des adresses IP à bannir qui va être quelque part délégué à ton fournisseur de voilà, ce qu'on appelle d'un mot pompeux threat intelligence, donc la connaissance des attaques. Et ça, c'est un flux que les plus gros clients achètent déjà, donc on peut assez facilement l'intégrer. C'est du pour aller CrowdSec en fait, c'est ça? Pardon? C'est du CrowdSec, non, c'est ça? Oui, voilà. Alors, c'est du CrowdSec, sauf que oui, tout à fait, c'est un peu l'idée. Sauf que Crowd, ça veut dire la foule en fait, tout le monde, c'est la communauté, voilà. Là, c'est la communauté qui dit cette adresse IP, je vois qu'elle a l'air mauvaise, et puis il faut atteindre un certain niveau pour être vraiment de vote pour être blacklisté. Là, c'est des flux qui sont fournis par des sociétés dont c'est le métier. Donc a priori, c'est une meilleure qualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et dans le même genre, parce qu'en fait, les gens de la sécurité, ils sont habitués à ça. C'est ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, IOC. Voilà, les adresses IP, les URL et les hashes des binaires qu'on veut bloquer. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi que tu as dans Calico Enterprise, mais que tu as aussi dans d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, en eBPF justement d'ailleurs, de détecter tous les binaires qui sont exécutés dans les containers et de les matcher par rapport à toute une liste de signatures qu'on reçoit justement d'un flux externe de binaires malveillants, pour simplifier. Donc là, on commence à glisser dans la sécurité du runtime et non plus dans la sécurité réseau. Deux petites questions. Au niveau du choix eBPF ou pas à activer dans Calico, puisqu'il y a les deux modèles, il y a le modèle, j'aurais tendance à dire standard, pas legacy, standard, parce qu'il y a actuellement, puis eBPF, est-ce qu'on a le choix dans le monde cloud ou c'est le cloud provider lui-même qui nous l'impose? Alors, moi, alors, effectivement, quand tu démarres un cluster dans le cloud, il est déjà, en gros, pré-provisionné.
Donc, je te prends 2 exemples que je connais bien, qui sont ceux de Azure et Linode, par exemple. J'ai testé hier un cluster Linode, j'ai eu la bonne surprise de voir c'était du Calico. Mais sur Azure aussi, alors si tu actives les bonnes fonctions, hein, tu as la possibilité d'activer Calico, il est prévu. Hein. Et sur mes derniers tests, hein, qui sont tout récents, eBPF n'est pas activé par défaut. Donc il faut activer eBPF. C'est pas très compliqué, hein, en gros, hein, il suffit de patcher, enfin de faire un kubectl patch sur des annotations dans Calico. Donc tu bascules en eBPF. D'ailleurs, j'ai fait un webinaire là-dessus et on voit que tout d'un coup les règles iptables disparaissent. Tout est dans eBPF et donc à ce moment-là, il te faut des nouveaux outils. Hein. C'est pour ça que là, le TCP dump, t'oublies, ça marche plus. Il te faut XDP dump. Voilà, donc ça peut dérouter les gens qui sont habitués à utiliser des outils. Ils vont dire j'ai fait un TCP dump, je ne vois pas passer les paquets, où est le problème? Voilà, c'est un peu les problématiques qu'il peut y avoir avec eBPF. Et donc tu peux revenir aussi en arrière donc, et réactiver kubeproxy. Donc c'est quelque chose qui est assez facilement activable ou désactivable. eBPF a un intérêt, moi que je vois, c'est de préserver l'adresse IP source des gens qui arrivent de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est un sujet qui remonte chez vous, mais en fait, ce qui se passe, c'est que grosso modo, il y a de la NAT qui est mise en place, il y a de la source NAT qui est mise en place, et quand tu as un pod, en fait, les flux qui arrivent de l'extérieur, tu as l'impression que l'adresse IP qui a fait cette requête, bah, c'est le nœud d'entrée et non pas la véritable adresse IP externe. Et ça peut poser plein de problèmes de visibilité. Les gens de la sécurité, ils n'aiment pas trop ça. Si tu actives eBPF, tu as la capacité, en fait, de conserver l'adresse IP source des gens de l'extérieur. Donc, voilà, tu vois, un gain sur eBPF qui est autre que la performance, c'est la visibilité des adresses IP externes. Oui, alors que pour gérer ça avec d'autres solutions, il faut essayer de faire passer dans les headers l'IP, ainsi de suite. Voilà. C'est tout tricky, alors que là, tu gères nativement. Et basculer à la version entreprise de Tigera, quand tu es, par exemple, si je provisionne un cluster sur GKE, est-ce que c'est facile de basculer? Est-ce que c'est facile de revenir en arrière si on veut le quitter, parce que, histoire de vendor locking? Et le coût également, parce que c'est un sujet qui est très important. Est-ce que le coût est élastique? Parce que nous, on travaille depuis des années avec des éditeurs. Et est-ce que le modèle aussi de Tigera, est-ce qu'il tient compte au fait du côté élastique? Voilà. C'est intéressant de savoir si le coût est exorbitant, pas exorbitant. Alors, j'ai vraiment une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tous tester, et je regarde ça en même temps en fait. Sur Tigera, en fait, vous pouvez tester pendant 15 jours, d'accrocher en fait votre cluster sur Calico Cloud. Et donc vous avez toutes les fonctionnalités pendant 15 jours, notamment ils vous construisent un élastique, vous pouvez regarder les logs et tout ça. Et il y a les prix, alors ça c'est quand même assez rare pour le mentionner, mais le prix en Calico Cloud, hein, il est finalement assez, enfin, c'est pas moi qui paye, hein, mais tu vois, en pro, hein, tu vois, tu es à 8 centimes par node et par heure. Voilà. Et tu as, vous regarderez, hein, mais tu as 200 gigas donc 8 centimes par nœud et par heure. Bon, après, il faut faire ses calculs, hein, mais sachant qu'il y a 720 heures dans le mois. Mais donc, en tout cas, ça prend en compte la partie dynamique, puisque finalement, tu payes que les C'est une heures. très très bonne chose, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne le font pas, et c'est un pain point souvent pour arriver à faire passer en fait les budgets. En fait. Voilà, alors là, c'est vraiment. En plus, tu peux démontrer sur 15 jours ce que ça donne. Et donc, pour accrocher, c'est relativement facile en fait. Alors, il faut que ton cluster il soit supporté, hein. Mais on supporte quasiment tout. Donc, bien sûr, Google, Amazon, Azure, OpenShift, VMware Tanzu, IKS aussi, celui d'IBM. Voilà. Et puis KubeADM sous certains prérequis. Et donc, grosso modo, c'est assez facile de tester gratuitement et de voir la force du produit. Si je reviens un instant sur les network policy, c'est jamais facile à écrire. Est-ce que on a des outils graphiques qui peuvent nous aider justement à apprendre un peu comment les flux traversent nos workloads, nous aident à créer peut-être ces network policy, et aussi donc, je ne sais pas si c'est du machine learning ou quelque chose qui pourrait être mis en place là-dessus, et aussi évidemment la possibilité de stopper un flux malveillant facilement, soit automatiquement, soit avoir un gros bouton rouge
sur lequel on peut appuyer. Non, non, mais c'est clair. Alors, donc, comme je te disais, tu as les recommandations qui sont en gros une sorte de baseline. Alors là, je pense pas que ce soit vraiment du machine learning, mais en fait, ils regardent les flux, en fait, et ils te proposent de créer des règles pour tous les flux qu'ils voient passer. Bon, donc, peut-être tu espères que ton cluster n'est pas encore compromis hein, quand tu fais ça. Mais bon, ça te permet au moins de démarrer avec un certain nombre de jeux de règles, donc ça c'est assez facile. Tu as le staging, donc le fait de positionner des règles mais qui ne sont pas vraiment actives, qui te permet de voir s'il y a des flux qui matchent ou pas. Et effectivement, alors ça c'est seulement dans la partie cloud parce que justement c'est du machine learning, mais en gros il est capable de remontrer des métriques et de détecter des événements du genre des scans, des flux qui avant émettaient très peu de paquets, tout d'un coup en émettent beaucoup, voilà, et de générer des alertes. Tu as tout un panneau d'alerting là-dessus sur le machine learning. Après, le machine learning, c'est toujours le même problème, hein, c'est que c'est tes workloads à toi, il n'y a pas trop de mutualisation avec le reste du monde. Et donc, il faut quand même que tu envoies pas mal de données, il faut que tu aies un certain historique avant que ça soit véritablement complètement efficace. C'est pour ça que c'est pas bloqué d'ailleurs, c'est l'alerting que tu as dans le panneau. Et donc, notamment, ça, ouais, voilà, ça teste les scans enfin, ça détecte les scans de port, ce genre de choses. Bon. Alors voilà. Le YAML, tout à fait, hein, puisqu'en fait, bon, c'est moderne, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'interface graphique, c'est une interface sur une API, hein. Donc tu as évidemment toutes les API de Calico qui sont accessibles directement, mais toutes les network policy, tu peux les exporter en YAML, tu peux même les importer en YAML d'ailleurs. Enfin, tu as un petit bouton, c'est immédiat, hein. Sachant qu'ils rajoutent, voilà, ils enrichissent, mais ça fait des années hein, que ça existe aussi dans le produit open source, ils enrichissent les network policy avec des custom resource definition, ce qui fait que tu peux faire plein de manipulations, notamment sur les labels, des inclusions, des regex sur les labels, ce que tu peux pas faire nécessairement à la main. Est-ce qu'il existe des opérateurs déjà pour ce genre de choses? Comment ça se passerait si on voulait passer vraiment vers du GitOps, par exemple? Alors, il y a un opérateur Tigera ah oui, pour l'installer, hein, pour vérifier que la partie Calico fonctionne. Toi, ce que tu veux, c'est prendre les network policy et les pousser automatiquement, c'est ça? Ouais, éventuellement, si un truc a changé sur telle branche dans un repo Git, est-ce que Moi, ça je le fais en pourrait se Argo. actualiser? Ouais, je le fais en Argo. Et donc, alors, les network policy, c'est quand même un peu touchy. Enfin, faut arriver à un certain niveau de maturation pour commencer à les changer automatiquement. Je sais pas où t'en es au niveau du déploiement. Mais en Argo, donc ça reste quand même graphique. Il n'y a plus qu'à à cliquer sur la synchronisation. Mais il doit y avoir l'équivalent en intégré, je pense, dans Calico. Mais là, tu l'as aussi. Hein, donc, c'est une façon assez facile de pousser. Le problème, c'est que vraiment, les network policy, c'est pas fait pour les humains. Au-delà du fait que ce soit en YAML, hein, bon, YAML, c'est pas si mal que ça, on aurait pu avoir XML, hein, donc faut pas se plaindre. Mais, toi, par exemple, quand tu as des listes de pods qui sont vides, ça veut dire tous les pods. Tu vois, c'est pas tout. C'est loin. Enfin, moi, j'essaye de m'y reprendre plusieurs fois avant de lire et de décréter exactement ce que fait une network policy. C'est pas si simple que ça. Ouais, j'ai déjà vu des choses où en fait on montait un format intermédiaire. Ah, d'accord. Pour avoir quelque chose d'un peu plus succinct, on dit voilà, je liste tel protocole, telle plage d'adresse IP ou subnet ou machin. Donc j'ai un petit YAML voilà, très très basique, et puis ensuite j'ai un truc qui va peut-être pondre la version complète avec parce que c'est vrai que les ressources Kubernetes peuvent être assez verbeux. Hein, et, Alors là, quand tu édites une politique, hein, tu as un formulaire en fait avec plein de listes des roulottes dans tous les sens, qui te permet finalement d'être une aide à l'écriture du YAML. Donc ah ouais. voilà, ça te permet notamment de namespacer. Bon, la plupart des clients ont quand même des network policy relativement simples. C'est souvent des cloisonnements entre namespace et on filtre ce qui rentre et ce qui sort. Et est-ce que tu as déjà vu utiliser aussi peut-être des langages de configuration un peu programmatiques? Moi, je vois le projet Dagger avec Q. Est-ce que tu as déjà utilisé ça ou vu ça appliqué au domaine des J'ai ressources vu Dagger, sécurité? enfin, j'ai entendu parler, mais je sais absolument pas de ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que c'est plutôt pour la CI, hein, c'est ça, hein? Oui, oui, mais Ouais. ils s'appuient sur un format de configuration qui est Q, CUE,
où en fait, certaines choses peuvent ressembler à du YAML de loin, mais ils ont surtout un peu comme le HCL de Terraform, il y a des fonctionnalités de programmation. Au lieu de spécifier verbatim toutes les propriétés, je peux dire non, mais je vais partir d'une définition qui est déjà bien, et puis je vais surcharger deux, trois clés, ce qui permet d'avoir un peu du partage de code, pas avoir plein de boilerplate dans tous les sens. Ouais, exactement. Ouais. Alors, j'ai pas vu ça personnellement. La seule chose à laquelle je me suis un peu frotté, c'est voilà, essayer de faire en gros un contrôle d'admission sur les network policy avec le langage Open Policy Agent. Et c'est pas simple. Et si justement on part un peu sur le modèle des maturités des entreprises, parce que là on est en train de parler d'un sujet assez avancé, ça voudrait dire que les équipes de dev sont à même de elles-mêmes avoir tous leurs flux qui sont bien identifiés. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré ou c'est encore un peu tôt et les modèles de fonctionnement des entreprises avec lesquelles tu travailles sont généralement un peu plus vieille école? Alors, sur tout ce qui est nouvelle application, ce qui était vraiment le terrain de jeu de Kubernetes depuis quelques années, on sait assez facilement quels sont les flux. Là maintenant, ce que je vois arriver, c'est des applications monolithiques, avec même des singularités réseau, typiquement l'usage de multicast, des choses comme ça, qu'on va porter sur Kubernetes. Et donc en fait, ils avaient un unique serveur, ils avaient même des règles firewall en fait. Il y avait un unique serveur, j'exagère, mais il y avait 3-4 serveurs et tout d'un coup, ça devient 25 pods différents. Hein. Et là, personne n'est capable de générer les règles firewall. Donc ça, c'est un vrai challenge. Et une des façons de contourner ce problème-là, c'est de dire, l'application, on va rester comme on était avant, hein, donc avec un firewall périmétrique, mais on va le mettre sur un cluster unique, enfin sur un cluster dédié, et il n'y aura plus de mutualisation des nœuds entre les applications. C'est un petit peu dommage, et de toute façon, ça fait que repousser le problème, parce que si tu commences à avoir 10 clusters, tu vas avoir 10 jeux de règles, et donc très rapidement, tu vas dire, ah oui, mais alors ma règle qui est, par exemple, j'interdis tout ce qui est FTP, c'est un truc simple. Il va falloir que je l'écrive dans mes 10 clusters. Et donc, je vais directement violer une règle des devs que les gens de l'infra essaient de comprendre, le fameux dry, do not repeat yourself. Donc, tu dis, ah ouais, il faudrait en gros une sorte de fédération des règles pour un petit peu ce que tu disais, William, c'est que avoir des sortes de méta-règles qui descendent dans chacun des clusters de fédération. Donc, on commence à voir des choses comme Solo.io, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui essaye de faire de dire, quel que soit le CNI, quel que soit la network policy, je vais avoir un niveau d'abstraction que je vais pouvoir déployer dans autant de clusters que vous voulez. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, c'est très difficile de créer des règles sur des applications monolithiques qui sont déployées en production comme ça. Et c'est très consommateur, en fait. Donc, en général, les entreprises vont dire, est-ce que ça vaut le coup vraiment que je passe du temps là-dessus? Et ça, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on arrive à la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, on ne fait pas de la sécurité, entre guillemets, best et forte gratuitement. On fait de la sécurité parce qu'on a fait une analyse de risque. On s'est dit, ok, c'est le serveur de la cantine, c'est pas très grave. C'est le serveur, je dis n'importe quoi, des cartes bancaires. Ah là, c'est beaucoup plus grave. Donc lui, on va vraiment le sécuriser. Et donc très rapidement, on se dit, ok, on va avoir des clusters des applications basse priorité, haute priorité et moyenne priorité. Quand je parle de priorité, je parle en termes de sécurité. Hein. Donc on retombe sur des histoires de cloisonnement et des flux inter. Il va évidemment rapidement y avoir des flux interclusters. Moi, j'en vois pas encore trop, mais des pods d'un cluster qui parlent directement à des pods d'un autre cluster. Donc je vois les offres qui commencent à arriver, mais ça, j'ai pas vu encore en production. Et est-ce que tu as déjà rencontré certaines limitations avec le produit également? Alors, on parlait d'eBPF. Alors là, j'ai du mal à me rappeler exactement, mais je sais que quand tu actives eBPF, il y a des choses qui tu peux perdre des fonctionnalités en fait. En fait, il faut vraiment faire des choix. Alors bon, ça m'échappe. Voilà. Sinon, c'est quand même ça répond quand même à beaucoup de besoins. J'en suis pas encore arrivé au niveau où il me manque des fonctionnalités. Voilà. Ok, donc par rapport au paysage de ce que souhaite l'entreprise aujourd'hui, c'est assez aligné avec les besoins. Oui, ça me paraît, ouais, ça me paraît, ça me paraît tout à fait cohérent. Ouais. Déjà, si on arrive en fait donc à amener les gens qui faisaient du
firewalling sur des équipements classiques ou du réseau sur des équipements classiques, on les arrive à écrire des règles pour Kubernetes, c'est déjà pas mal. En fait, hein. Déjà, ne serait-ce que le fait que les adresses IP des pods changent tout le temps, qu'on écrit des règles sur des labels, c'est beaucoup en fait. Nous, on a choisi, là, tous ceux qui sont autour de la table, on a choisi cette révolution. Donc en fait, on dit ouais, c'est super. C'est vrai que c'est super. Mais quand on te l'impose, on dit voilà, ça fait 10 ans que tu écris des règles avec des adresses IP, maintenant ça va être des labels parce que c'est comme ça. Et en fait, il y a un mouvement de refus, hein, très clairement. L'accompagnement du changement, c'est un vrai sujet. Et donc, si on peut essayer d'aller vers eux, c'est pas plus mal, et de les embarquer. Moi, c'est un point que j'ai eu peur un petit peu à un moment donné où la DSI, ce que je voyais dans les DSI, c'est le découplage complet. En gros, il y avait les équipes cloud native sur lesquelles on mettait tous les investissements, toutes les nouvelles applis, et puis tout ce qui était le legacy, là, ce qu'on appelait un peu le Jurassic Park, toutes les vieilles applications qui ramènent de l'argent en fait, mais sur lesquelles on fait minimum d'investissement. Et en fait, ce que je constate là, c'est qu'il y a un véritable rattrapage. Les équipes infra, je pense, ont compris, ou alors on leur a fait comprendre qu'il faut vraiment qu'elles raccrochent les wagons, et donc elles vont très clairement vers Kubernetes et les architectures cloud native, et donc ça nécessite beaucoup de choses. J'ai une question plutôt orientée dev. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est open télémétrie. Et c'est un sujet, en tout cas, moi, qui me passionne en ce moment, surtout côté Java pour l'auto-instrumentation, pareil pour Python. Je vois que la roadmap Istio OpenTelemetry s'annonce sympa, même s'il y a encore beaucoup de choses qui disent que c'est encore early stage. Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Est-ce que tu le sais par rapport à l'intégration surtout avec eBPF? Est-ce que finalement, tout ce monde va faire un beau mariage? Ouais, enfin, moi aussi, hein, je constate le nouveau sujet à la hype qui est la OpenTelemetry. Je trouve ça super. Surtout qu'en plus, c'est du travail que devront faire les devs, donc c'est encore mieux, puisqu'il va falloir inclure des librairies. Donc OpenTelemetry, hein, juste, enfin, pour rappel, en tout cas moi de ce que j'en ai compris, c'est l'idée de dire on va instrumenter le code de façon standardisée, ce qui fait que les traces, hein, les spans, hein, comme ça s'appelle, vont remonter dans un collecteur qui sera fourni par un éditeur, hein, et qui vont permettre graphiquement de voir finalement les appels microservice par microservice et d'avoir une vision d'une requête complète, hein, ce que vous trouvez sur Jaeger, hein, par exemple. Donc je sais que par exemple Envoy est évidemment instrumenté, et Tigera l'utilise pour la partie WAF, et donc comme tous les services mesh en fait. Alors Tigera, à ma connaissance, fait pas de service mesh, hein, mais les services mesh la plupart du temps utilisent Envoy et donc sont capables d'instrumenter en open télémétrie, de remonter plein de choses. Et ça veut donc dire que la sécurité va évidemment s'emparer du sujet, et je le vois assez fortement parce que par exemple Splunk, qui est quand même un acteur important de la sécurité, ou en tout cas des recherches dans les data, est un des acteurs les plus importants sur le sujet de l'open télémétrie. Voilà, mais il y a évidemment d'autres acteurs. Ok, donc on arrive malheureusement au bout du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup Stéphane pour avoir discuté de tous ces sujets passionnants aujourd'hui. Et merci à Nico et William. Voilà, c'était leur première, donc un petit hurrah pour eux aussi. Merci. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Vous avez un sujet technique à nous proposer, un invité à nous suggérer? N'hésitez pas à nous contacter directement par Twitter, @K8monkeys. Vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn en vous rendant sur la page d'ElectroMonkeys. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à engager la conversation.